La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Rose. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Je suis super contente de te recevoir. Moi aussi. Avant de commencer, je vais te demander de te présenter pour les auditeurs. Ok. Je m'appelle Bonfou Rose. J'ai 34 ans. Je suis togolaise. J'ai 3 enfants et un compagnon qui est adorable. Donc, je suis en Belgique, ça fait bientôt 10 ans. Donc, voilà. Je suis coiffeuse. Ok, merci pour toutes ces infos. Donc, on va revenir par la suite sur quelques infos que tu viens de donner. Mais avant, j'aimerais que tu me dises, est-ce que le mot afropéenne, c'est un mot que tu connaissais déjà? Pas vrai. Oui et non, parce qu'il y a les noms qui relient toujours l'Afrique et l'Europe. Et donc, du coup, il y a plusieurs noms, mais européenne, afro-européenne, ça revient souvent dans les mots, mais Oui. voilà. Tu connaissais pas, mais on comprend tout de suite. Oui, voilà. Et est-ce que du coup, tu te sens concerné par cette expression? Bien Oui. sûr, c'est comme, on va dire, afro-européenne, c'est un cordon musical heureusement, on est lié à vie avec ça. Okay. Même si on retourne un jour à notre pays d'origine, on serait toujours attaché à le pays d'Europe qui nous a adoptés comme... Ok. Donc tu penses que même si tu retournes en Afrique, tu auras toujours ce lien fort avec Oui, parce l'Europe? qu'on a construit notre vie ici. Hein. Ok. Même si on quitte le pays qui nous a vu naître, et puis on vient dans un pays qui nous a accueillis, qui nous a donné quand même beaucoup de choses. Oui. Il faut l'avouer parce que des fois, moi, je me pose la question des fois que qu'est-ce que je ferais si j'étais en Afrique? Ok. Où irais-je? Est-ce que tu dans aurais les ma mêmes vie, au fait? opportunités? Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on était attachés ici quelque part parce qu'on a notre mode de vie ici. On reconstruit tout ici, au fait. Ok. Et nos enfants sont ici. On a une vie quotidienne tous les jours. Tout ça, ça manque quand même. C'est une partie de notre vie, même si on retourne. Ouais. Moi, j'adore mon pays. Hein. Moi, je ne changerais rien contre mon pays. Mais c'est vrai que même en vacances, quand moi je pars là-bas, au bout de 2-3 semaines, il y a des habitudes ici que j'aimerais bien retrouver et tout ça. Et donc, du coup, je suis partagée au fait. Je peux pas... Il y a beaucoup qui ne peuvent pas comprendre, mais si on me demande de décider, de choisir un pays, mon pays sera le pays de mon cœur, mais je ne peux pas choisir. C'est comme si on me demande de choisir mon mari et mes parents, en fait. Ok. Quelque part, ton cœur, il est lié à ton mari et quelque part, tes parents restent tes parents. Et ça, c'est un très beau témoignage. Ah, oui, Franchement, je suis contente d'entendre ça. Parce que c'est vrai que d'habitude, les gens sont plus tranchés. Hein. C'est ou soit je suis africaine, soit l'Afrique, c'est une partie de mon histoire, mais maintenant, ma vie, c'est ici. Toi, tu es vraiment... Non, les deux, c'est il faut toi. quand même dire la vérité, au fait, parce que notre pays restera toujours notre pays, à moins qu'on le renie. Oui. On se dit, je ne suis pas... Non, moi, quand je vais quelque part, je dis, je suis togolaise. Il y a plein de choses à découvrir dans mon pays et tout ça. Oui. Et je mange la nourriture africaine, évidemment, et je fais manger à mon mari. C'est pas parce qu'il est blanc qu'il ne peut pas manger, parce que s'il mange ça, parce que d'habitude, ce qui revient aussi dans la société, dès que tu dis que ton mari blanc mange africain, on te dit, ah, il n'est plus blanc. C'est comme si moi, je mange les nourritures européennes et je ne suis plus noire. Ouais. Et ça revient toujours. Et ça, je trouve ça dommage que
bien sûr, c'est les Africains qui font ce genre de qui commentaires. qui font ce genre de commentaires. Et je trouve ça triste, au fait, parce que nous, on adapte à leur nature. Donc, si un jour on se marie avec ces gens-là qui sont blancs, c'est très important aussi de les faire venir, de les faire rentrer dans notre communauté aussi. Pourquoi? Et on ne doit pas leur obliger à manger, mais on peut leur proposer différentes sortes de nourriture. Comme ça, eux, ils choisissent ce qu'ils aiment bien. Et de temps en temps, le cuisiner. Moi, quand je cuisine africain ici, on est tous à table. Moi, ça me rappelle un peu au Togo. Si je suis stressée, dès que je mange la nourriture togolaise, je me sens comme si j'étais au Togo. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance et tout ça. Voilà, c'est ça. Et les enfants aussi, ils savent ce que c'est parce que et on ne peut pas rester parce qu'on a épousé un blanc, donc on a un autre mode de vie. Non, il faut mélanger. Il faut trouver l'équilibre. Et c'est en plus. Voilà, c'est ça. Plus. Franchement, merci beaucoup. C'est un très beau témoignage que tu nous fais là. Et je voulais savoir, quand je t'ai proposé de participer au podcast, comment tu l'as reçu, cette invitation? Écoute, moi, je suis très, très ravie de ça parce que c'est vrai qu'on m'a dit les femmes africaines, vraiment africaines, parce qu'il y a les Américains aussi, les Noirs américains, qui parlent beaucoup, qui viennent devant la scène aussi, qui se, comment on dit, qui fait entendre leur voix souvent. Oui. Et donc, c'est juste, les femmes américaines sont déjà un peu plus avancées dans la libération de parole et tout ça. Et nous, les Africains, on n'est pas... Les femmes africaines, on est beaucoup plus discrets. Mais les femmes africaines en général ou les femmes africaines en Europe? En Europe, je veux dire. En Europe, je parle de... Vraiment les Afropéennes. Oui, voilà, c'est ça. Oui. On est dans le thème, donc on va rester dans le thème là-bas. Parce que c'est pas la même mentalité. Quand on revient ici, et les gens qui sont restés là-bas, il y a toujours un décalage de pensée, on va dire comme ça. Oui, c'est bien de le préciser. Oui. Donc, on est beaucoup plus discret. Ou bien si on va montrer notre désaccord, c'est de, comment on dit, c'est de s'énerver ou bien s'énerver sur quelque chose on parle avec beaucoup de tristesse ou beaucoup d'émotions et puis on se retire. On n'est pas dans un good vibe à parler, à discuter de nos quotidiens ici. J'ai jamais de façon plus posée, de façon organisée. C'est pas quelque chose qui nous sort de notre gond, de notre nature pour pouvoir... Moi, j'ai jamais vu une vidéo que deux Africaines qui sont en Europe, bien sûr, qui parlent de la vie d'ici, de leur quotidien. Souvent, on parle, mais c'est pas devant c'est souvent des histoires voilà, c'est ça. un peu on raconte du un pays. peu, voilà, c'est ça. Donc, moi, j'étais ravie donc c'est vraiment quelque ça, chose en fait, qui te parle, quelque chose que tu vois positivement. Exactement. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, maintenant, pour revenir à nouveau sur toi, sur toi-même, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Donc, moi, j'aime bien que les gens commencent vraiment à leur enfance parce que j'ai remarqué que beaucoup de choses naissent déjà dans l'enfance, dans l'éducation. Donc, tu nous dis ce que tu veux, mais voilà, que tu nous fasses un peu un petit parcours. Oui, je vais essayer de ne pas faire trop long dessus. Écoute, moi, je suis née en ville, au Togo, Lomé, qui est la capitale, parce que mes deux parents viennent de là, donc je n'ai pas de village, malheureusement. Donc, mais bon, je suis contente aussi que je viens de la ville et tout. Donc, je suis née d'un père qui est côté un peu royaliste, on va dire comme ça, parce que son grand-père était roi, qui a fondé toute une partie de la ville. D'accord. Oui, voilà. Oui. Donc, du coup, moi, je viens de ce descendant-là. Je suis son arrière-grand-fils. Oui. Un arrière... donc, le grand-père de ton père. Oui, voilà. Je viens directement. C'est ça. C'est ça. Donc, j'ai pas l'habitude de donc je viens directement de là et ma mère c'est une femme modeste, pas d'argent mais pas pauvre non plus. Et donc du coup moi mon enfance j'étais entourée de un frère et deux sœurs.
Et donc, du coup, ils m'ont beaucoup choyé, gâté. Et J'étais la petite, oui, okay, j'étais la petite. Parce que je suis la dernière de ma maman. D'accord. Et je suis entourée aussi beaucoup des cousins, beaucoup. Parce que beaucoup de garçons, en fait. Ouais, une grande famille. Dans la famille et tout. Donc, beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça. Parce que mon père était décédé à l'âge de 2 ans. Et donc, je ne le connais vraiment pas, mais quand même, j'ai reçu beaucoup d'amour au niveau masculin que féminin aussi, hein, mais je suis entourée plus de garçons que des filles. Oui, donc, voilà. quand tu dis donc les oncles, du côté paternel et maternel, les cousins, donc tu as quand même eu de l'amour paternel. Voilà, exactement. À travers oui. Je n'ai pas senti le manque. Le manque de père, au fait. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment et donc, j'ai été en 3e année. J'ai fait mes études aussi. J'ai pas eu mon BPC. Je ne sais pas comment on explique ça. En 3e année, mais c'est le système français. Oui, c'est le système français, oui. Donc c'est le BPC. Oui. Oui, parce qu'au Cameroun, c'est aussi la même chose. Oui. Mais, donc c'est le BPC. Malheureusement, je ne l'ai pas eu par manque de finances et tout ça. Mais quand même, j'ai continué ma vie et comme toute femme, parce que l'étude, c'est bien aussi, mais si on n'a pas la chance d'aller, on peut quand même développer notre cerveau et faire autre chose dans la vie que de suivre ce métier. Donc voilà. Donc tu t'es pas laissé abattre. Non. Dès mon enfance, je sais ce que je veux. Cette porte est fermée, mais j'ouvre l'autre. Oui, voilà, c'est ça. C'est très important aussi de savoir ce qu'on veut. Et nos enfants aussi, on doit les diriger vers ce aspect aussi. Il faut que l'enfant... C'est pour ça que moi, mes enfants, par exemple, ici, je les donne plein de jouets. Et je observe, en fait, pour voir qu'est-ce qu'ils aiment bien. Peut-être un garçon, il va aimer les voitures comme d'autres garçons, petits garçons et tout ça. Mais quand il fixe sur ce morceau-là qu'il aime bien, il faut regarder beaucoup plus profond. C'est pas parce qu'il aime les voitures qu'il va devenir mécanicien ou bien il va devenir fabricant de voitures et tout ça. Donc du coup, il faut quand même voir un peu, il faut observer nos enfants pour voir ce qu'ils sont vraiment. D'habitude, on néglige ce côté-ci. En Europe, je parle parce que en Afrique, les gens, ils laissent les enfants se débrouiller eux-mêmes, ils deviennent autonomes plus vite qu'ici. Ici, on les accompagne beaucoup plus longtemps qu'en Afrique. D'accord. Donc ici, moi je parle des femmes d'ici, de beaucoup plus observer leurs enfants. Pour voir ce qu'ils... Parce que les enfants, ils ont le choix ici, ils ont beaucoup de droits que de devoirs. Mais quand même, il faut quand même voir ce que l'enfant, quelle branche il va. Quand tu penses qu'il faut, mine de rien, guider l'enfant, il ne faut pas le laisser décider. Non. C'est pas parce que, en fait, il y a beaucoup aussi que je remarque, c'est mon avis personnel, c'est que l'enfant veut ça, on l'offre ça. Et il veut ça, on l'offre ça. Il veut ça, on l'offre ça. Et on se cache derrière nos blessures d'enfance. On se dit, moi, j'ai pas eu ça dans l'enfance, donc je l'offre à mon enfant. Je veux pas qu'il manque. Oui, il manque de ça. Mais non. Est-ce que c'est ça qu'il a besoin? Oui, c'est ça. C'était toi. Donc, on ne doit pas se cacher derrière nos blessures d'enfance ou bien nos vécus d'enfance pour pouvoir inculper à nos enfants ce stratégie ou bien ce mode de vie, au fait. Si l'enfant veut quelque chose, il faut voir si c'est bon pour lui et si ça peut lui avancer quelque part. Parce que ça ne sert à rien de remplir toute une pièce de jouets et toute pièce de lit, de machin, parce que tu ne l'as pas eu en enfance. Tu vois, l'enfant peut avoir quelque chose, très peu dans sa chambre, mais peut savoir où l'enfant... Mais qui va le guider, qui va l'aider. Exactement. Il ne faut pas être dans l'abondance, dans la nécessité. Oui, la nécessité stricte. Et ce qu'on doit inculper à nos enfants, moi je trouve, c'est que l'éducation qu'on a reçue, il y a des mauvais côtés aussi, il y a des bons côtés aussi. C'est les bons côtés que nous, on doit essayer de réparer dans la vie de nos enfants. C'est pas les matériels qui vont remplir une vie que tu n'as pas pu remplir dans ton enfance. Et toi, tu as l'impression que ce que tu dis là, tes parents, ton entourage l'a appliqué pour toi quand tu étais enfant? Oui, ma mère, je peux parler un petit paragraphe de ma mère. Ma mère, moi, je la trouve... peut-être elle-même, elle ne sait pas, mais c'est une femme très battante. Quand on dit la femme battante, ce n'est pas une femme
qui s'élève parce qu'il a un caractère et que voilà, je suis non. Une femme battante, c'est une femme qui, moi, ma définition, une femme battante, c'est une femme qui sait ce qu'il veut dans la vie et qui ne se laisse pas marcher sur pied. Mais je ne parle pas d'une femme que dès qu'on lui dit quelque chose, elle ouvre la gueule. Tu vois, elle ne sait pas fermer un peu sa bouche. Hein. C'est une femme qui, quand on parle, elle écoute. Et puis, elle reprend ce qui ne le convient pas dans les propos. Voilà. Donc, ma mère était une femme très battante parce qu'elle nous a élevés. Moi, comme je t'ai dit, je n'ai pas grandi de côté d'un père, mais c'est ma mère qui faisait tout. C'est elle l'homme, c'est elle la femme. Moi, je ne l'ai jamais vue assise à la maison en disant qu'elle était malade, mais pourtant, elle a une maladie qui est drépanocytose qui touche beaucoup d'Africains. Et très grave. Et donc, la seule fois que je la vois coupée dans un lit, c'est le moment quand la maladie était vraiment au plus fort. Au plus fort. Et donc, chaque fois, je la vois toujours se battre, en train d'aller dans tous les business. Si elle prend celui-là, ça ne marche pas, elle reprend un autre et tout ça. Elle a concentré sa vie, au fait, autour de ses enfants, en fait. Elle a fait le minimum pour ses enfants. Et donc, ma mère, quand on fait quelque chose on va sur, comment on dit, on prend un chemin qui nous avantage pas, nous, elle nous le dit. Mais elle ne force pas, elle ne va pas prendre de force et de dire non, ce que tu as vu. Oui. C'est toujours, elle ouvre les yeux aussi, parce qu'il y a beaucoup de tabous en Afrique. On ne doit pas dire ça à nos enfants, on n'a pas le même... c'est pas la même génération, il faut cacher ça. Voilà, c'est ça. Pas trop parler. Et donc, on n'approche pas nos parents pour leur poser certaines questions que nos enfants aujourd'hui, eux, ils vont venir directement te poser. Et donc, du coup, il y a beaucoup de tabous. Mais ma mère, elle ouvre les yeux sur des choses très essentielles pour que tu ne puisses pas aller, par exemple, des trucs. Moi, je disais toujours aux gens, et il y a beaucoup de pédophiles en Afrique, mais qu'on ne sait pas. Les oncles, comment on dit, les gens qui sont entourés, voilà, c'est tout. Oui, voilà. Et donc, du coup, ma mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas te dire, parce que ça se dit pas, c'est tabou, parce que tu peux pas, même si ta mère, tu viens chez ta mère, tu dis, mon oncle m'a touché, m'a fait un truc bizarre. Elle peut pas parler parce que si elle parle, c'est elle qui en va blâmer. Et toi, il te met en danger. C'est tellement de vérité. Oui. Et elle te met en danger. Donc, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te protéger en se taire aussi, elle-même. Donc, du coup, vous restez étudié. Ma mère m'a pas défendu, mais non, elle peut te défendre, mais elle sait les conséquences, au fait. Et donc, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne dit pas clairement, mais elle dit, ne s'assois pas sur le genou de cet oncle-là, ou bien le oncle, elle vient, elle te prend dans les bras, elle t'appelle directement pour te dire, viens chercher quelque chose. Tu vois, elle fait dans le sens que tu n'as pas une approche contact directement avec... Mais c'est aujourd'hui que moi, avec le recul, moi, je me dis, mais quand elle faisait ces gestes-là, c'est parce qu'elle ne voulait pas que... Voilà. Et tu vois? Et malheureusement, il y en a quand même deux dans ma famille, là où j'ai grandi, parce que j'ai grandi dans la maison de mon grand-père, côté de ma maman, pardon. Après le décès de mon père. Et donc, du coup, il y en a deux, trois comme ça qui sont dans la famille, qui sont décédés aujourd'hui, mais on avait quand même parlé de ça, mais après le décès, en fait, oui, voilà, c'est ça. C'est ça, donc du coup, ces oncles-là, moi, je les ai déjà côtoyés dans l'enfance et ma mère me reprenait quand même comme ça. Et moi, je comprenais pas du tout ça. Et donc, et c'est maintenant que je me dis, mais donc, quand elle faisait ce geste-là, c'est pour ne pas avoir contact avec ces personnes-là. Je crois que les parents font beaucoup de choses qu'on comprend très longtemps. Et voilà, donc ma mère, c'est quelqu'un qui est mon exemple, en fait. Ça c'est chouette. Oui, c'est pour ça que moi, je ne me vois pas rester à la maison, se dire, je suis une femme de foyer aussi, hein. Je sais faire la part des choses quand il faut et tout ça.
Mais je me vois pas rester sans rien faire. Ok. Et Ça, ça, tu le tiens de ta maman. Oui, mes idées là, ça tourne par là, ça tourne par là. Des fois, j'ai des idées fous. Je sais pas comment je vais faire pour arriver, mais je me dis, je vais y arriver. Okay. Je sais pas, si tu me demandes comment tu vas faire pour arriver, je ne sais aucune idée, mais je me dis, je vais y arriver. Tu y crois, ah, oui. Tu y crois, tu as la foi. Ah, oui, oui. Allez, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Oui. Mais raconte-nous aussi un peu comment ton histoire avec la coiffure va naître. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça c'est parti de ma mère aussi. Hein, parce que, toujours. Oui, je me souviens des anecdotes que ma mère, c'est très marquant en plus. Et quand je coiffais mes filles, parce que j'ai 2 filles, hein, et quand je les coiffais aussi, ça me rappelle moi, quoi. Je me vois à travers eux, en fait. Et ma mère me coiffait tous les samedis. Ok. Tous les samedis, parce que les samedis, je me souviens qu'elle ne travaillait pas l'après-midi. Elle partait tôt. Elle revenait vers 14h, 15h comme ça. Et moi, pendant que je jouais et tout ça, elle m'appelait, elle me dit, viens, on va faire tes cheveux et tout ça. Et moi, je pleurais parce que j'ai dit, je suis fatiguée, mais pourtant, quand elle n'est pas là, je jouais bien. Hein. Et quand je suis là, je dormais d'un coup. Moi, dès qu'elle commence à tirer les cheveux, je suis déjà endormie. Et donc, du coup, elle doit prendre ma tête pour mettre sur son genou et tout ça. Et j'ai trouvé ça trop rigolo, mais bon, je l'ai quand même fait galérer. Hein. Oui, des fois, elle s'énerve, elle te dit, mais chaque fois, quand tu es debout là, tu cours partout. Dès qu'on t'appelle pour te coiffer, tu dors. Et donc, moi, j'ai mal au dos à cause de toi parce que ta tête là, je dois gérer ça tout seul. Et donc, du coup, c'est ma mère qui me faisait ça. Mais ce qui m'a marqué vraiment, qui m'a fait aimer ce côté coiffure, ce métier, c'est que j'avais une petite cousine lointaine, très loin de moi, mais c'est quand même une cousine qui était née avec ses parents dans la même maison, mais son père était parti et la maman aussi est partie se remarier. Donc, elle vivait avec sa grand-mère. Et chaque fois, parce qu'en Afrique, dès qu'il y a une fête qui arrive et tout ça, on est pressé de se coiffer, les petites filles, les grandes sœurs se coiffaient, tout le monde se coiffait, même si tes parents ne se coiffaient pas. Mais les enfants, c'est très important. Oui, il faut se préparer. Les nouvelles. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et tout ça. Et moi, j'ai la chance d'avoir ma mère qui me coiffait des fois et ma sœur aussi qui a commencé la coiffure. Et mon autre sœur, elle a commencé la couture. Okay. Et donc, du coup, moi, il suffit la taille et le reste est fait. Et donc, moi, je ne m'inquiétais pas pour les fêtes. Parce que ma soeur, vu qu'elle a commencé, elle adore me faire des robes et tout ça parce que ça l'aide aussi. Voilà, du tout. Et ma soeur, l'autre aussi, elle chipotait mes cheveux. Même si je ne voulais pas, elle force et tout ça. Donc, du coup, quelque part, moi, je ne m'inquiétais pas pour ça. Mais la petite, je la voyais quand même. Il y a personne, c'est comme s'il n'y a personne pour elle. Il y a personne qui demande comment elle va habiller, comment elle va se coiffer et tout ça. Et donc, moi, ça me rendait triste. Et puis, la petite, elle était très attachée à moi comme ça. Et donc, cette petite, et qu'est-ce que je faisais avec mes anciens mèches? Parce qu'en Afrique, à l'époque, on peut quand même récupérer les vieilles mèches et tout ça. Et donc, moi, je récupérais mes vieilles mèches dès que je les défais. Pour les fêtes précédentes, je gardais les rajouts là. Okay. Et donc, je les lavais, je faisais un shampoing et tout ça, je les mettais sous le soleil séché et mettais dans un sac. Pour elle. D'accord. Et donc, au moment venu, dès que moi je suis bien coiffée et tout ça, je l'appelle, elle s'appelle Parfaite. Son nom c'est Parfaite. Je l'ai appelée Parfaite, viens et tout. Et je commence à faire ses tresses. Ah, et c'est toi qui c'est moi qui l'a coiffé. Mais tu avais appris. Mais je voyais juste mes soeurs faisaient et ma mère aussi. Ce que tu voyais. Oui, je répétais ce que je voyais en fait. Et donc, je lui répétais la même si c'était pas joli. Au moins, elle a quelque chose. Tu vois, c'est l'action qui compte en fait. Et je la voyais sourire. Ah ouais. Et je la voyais sourire. Elle était très contente. Donc, du coup, on était tellement. Je pense que. Aujourd'hui, elle a 25 ans ou 24 ans. On a une dizaine de cas d'âge. Mais c'est comme si c'était ma fille, au fait. Je la prenais vraiment comme oui. Mais pourtant, à l'époque, si tu me demandais de faire des enfants, je dis non, moi, non, pas d'enfants. Oui, voilà. Mais je la prenais vraiment comme
une petite soeur, quelque part, une enfant. Mon enfant, en fait. Je la traînais avec tout. Je suis comme ça. Et donc, chaque fois, je le faisais. Et donc, vu que je ne le faisais pas bien, et je suis consciente de ce que je faisais, que c'était pas vraiment bien Ouais, comme quand tu sur voyais ma bien tête. Oui, ce voilà. que tu avais, Et toi. donc, qu'est-ce que j'avais fait? Et j'avais une poupée qu'un ami à ma maman, qui était une Allemande à l'époque, parce qu'on est ancienne colonie allemande. Et donc, elle nous avait envoyé ça, mon enfance, quand j'étais née et tout ça. Elle avait envoyé cette poupée avec beaucoup de cheveux, mais ses yeux clignotaient. Et moi, j'avais peur de ça. J'ai l'horreur de ça. Et dès qu'on sort ça, je cours, je suis loin de ça. Et donc, qu'est-ce que j'avais fait? Un jour, j'avais rappelé, j'ai dit à ma maman, je veux cette poupée. Elle me dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, oui, j'ai pris mes courage à deux mains. J'ai dit, oui, je veux cette poupée. Elle m'a sorti ça. Elle m'a sorti ça. Et cette poupée, et j'avais peur. Mais j'ai dit à ma maman. Elle n'a pas compris pourquoi. Non, elle n'a pas compris. Et j'ai dit à maman, je veux que ses yeux, là, vous bandez ses yeux. Parce que je ne veux pas voir ses yeux. Je ne veux pas voir ses yeux et tout ça. Et donc, du coup, quand j'ai dit à ma mère a dit, mais si tu as peur, pourquoi tu me demandes de le sortir? Je dis, oui, mais je le veux, mais j'ai quand même peur. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, elle a bandé les yeux et tout ça. Et je commençais à tresser sur sa tête. Chaque fois, quand je rentrais de l'école, c'est mon activité préférée. C'est mon activité préférée. Je veux aller à la perfection pour pouvoir répéter la même chose sur la petite. Ça, c'est dingue. Tu vois? Déjà, oui, toute oui. petite, tu as déjà cette idée de il faut que ce soit nickel. Oui. Et ce que je faisais aussi quand je suis avec mes copines, mes cousines, parce qu'on vivait vraiment dans... En fait, il y a les maisons voisines, c'est la famille. Okay. Tu vois, ma mère, elle a une grande famille aussi. Oui. Elle vient d'un village d'Anero. Mais eux aussi, ils ont venu conquérir une partie de la ville. Donc, du coup, vous étiez dans le quartier, c'est que des cousins, des cousines, des cousins. Il n'y a pas des étrangers. Oui, il n'y a pas d'étrangers qui venaient de nulle part. Même les étrangers, c'est des femmes qui sont venues épouser les garçons dans la famille. Mais sinon, tous les gens que je croisais, on me dit, c'est ton oncle, ça, c'est ta tante, ça. Et je ne sais pas où donner la tête, voilà. Et donc, du coup, on était ça, je vous avais entendu un truc comme ça. Oui, on allait tous à l'école comme ça, on est des petits cousins, cousines, tout ça. Donc, si tu touches une, il y a tout la bande qui va te tomber dessus, tu vas rien vu venir. Et donc, on était comme ça et tout. Et quand je partais avec mes cousines pour jouer dans leur maison et tout ça, je me souviens qu'il y avait mon oncle qui avait des palmiers. Il ne voulait pas qu'on touche ces palmiers-là. Mais moi et mes cousines, on prend les lames, les anciennes lames. Les lames de rasoir. Oui, les lames de rasoir, mais on prenait ça pour enlever les ongles. Donc, nous, on prenait ça. Moi, je vais aller voler l'ancien parce que ma mère, elle mettait ça au bord de la fenêtre. Tu vas aller piquer ça. Et moi, j'ai ramené ça. Et des fois, tu te coupais même avec. On va déchirer tous la branche de palmier là pour pouvoir la tresser. On faisait ça. Et moi, je montrais, je suis devenue la prof de la banque. Je montrais comment il faut faire et que moi, je faisais avec ma poupée. Parce qu'eux aussi, ils ont peur de ma poupée, donc ils ne s'approchent pas. Et moi, même quand je les ai dit que j'ai repris ma poupée, eux, ils ne me croient pas. Donc, du coup, je les dis, et voilà ce que j'ai fait sur ma poupée. Cette voilà, poupée qui terrorisait. Ah oui, c'est une toute petite poupée. D'ailleurs, on l'a brûlée, on a fini par brûler une partie. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Quand je suis allée l'autre fois au Togo, la dernière fois que je suis allée au Togo, j'ai dit à ma tante, parce que c'est ma tante qui gardait tout ça, j'ai dit, tu vas me chercher cette poupée. Elle m'a dit, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je suis sûre que ça existe encore. J'ai dit, tu vas me montrer, je vais montrer ça à mes enfants parce que je l'ai brûlé une partie. Parce que j'étais tellement terrorisée que des fois, quand ils me touchent, même là, je l'ai pris comme ça et je l'ai jeté dans le feu, sans faire exprès. Ça, c'est une anecdote. Oui. Je suis contente d'enregistrer ça. Oui, voilà. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé. Et puis, il y a un moment dans la vie aussi, il y a une période qui m'a beaucoup marquée aussi, c'est que ma mère était vraiment malade. Elle était vraiment malade de son maladie drépanocytose, là. Et que c'est devenu... Elle est restée au moins 6 mois à l'hôpital. Ah ouais. Et tout ça, parce que là-bas, il n'y a pas à l'époque... Maintenant, aujourd'hui, on peut faire l'infusion du sang pour calmer la douleur, ou bien on peut faire une piqûre, antidouleur. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Début des années 90, il n'y a pas vraiment ça. On attend pour que ça se calme.
ou bien on te fait un sérum pour calmer un peu la douleur, mais il n'y a pas, vraiment d'évolution pour pouvoir calmer une douleur. Okay. Même, je ne sais pas si en Europe, il y a vraiment un médicament qu'on prenait. Aujourd'hui, quand on a vraiment mal ou bien tout, on te met une antidouleur, 2-3 minutes, ta douleur stompe un peu, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. On attend pour que ça passe, au fait. Donc, elle restait comme ça à l'hôpital? Oui. Non, on lui faisait des piqûres pour diminuer un peu, mais c'est pas comme aujourd'hui, qu'on se soulage vite. Aussi poussé. Efficace, oui. Et c'était la fille de ma tante, d'ailleurs, qui prenait ça en charge parce qu'elle avait un niveau de vie qui est beaucoup plus élevé que nous à l'époque et tout ça. Et je suis toujours reconnaissante avec elle. Et je la considère comme... C'est une grande sœur. En fait, c'est ma cousine directe. Donc, du coup, c'est même pas ma cousine. En fait, c'est ma grande sœur, moi. Je me dis... Parce que ma mère, ils sont 2 filles et 4 garçons. Et c'est ma tante là qui était là pour ma mère quand leurs parents sont décédés. Okay. Et ma tante là qui a joué le rôle de ma maman. Voilà, d'accord. Et donc, du coup... Et le temps là, je suis dans un dilemme, en fait, tous mes écolages, parce qu'on payait l'école à l'époque et tout ça, mais l'école, c'est côté de mon papa qui payait ça. Et tout ce qui est routine de la vie quotidienne, à manger, les petits déjeuners, tout ça, c'est ma mère qui s'occupait de ça. Ok. Et donc, l'école là, j'ai payé, j'ai pas de renvoi de l'école et tout ça. Mais pour manger et tout ça, c'est très difficile pour moi. Et je n'ose pas aller chez mes frères de côté de mon papa pour leur demander que voilà, et tout ça. Ils savent que ma maman était malade, mais bon, je ne les demande pas plus que ça parce que je sais que c'est pas leur... C'est pas leur rôle. Oui, c'est pas leur rôle et tout. Voilà, dans ma vie et tout ça. Et donc, je faisais les tresses pour pouvoir récupérer un peu d'argent dans le quartier, pour pouvoir aller à l'école avec ça. J'ai fait ça pendant 2 ans, je crois. Oui, tu avais quel âge à l'époque? Oui, j'avais 12 ans, 13 ans, jusqu'à mes 16 ans. Ok. Oui, moi je faisais ça pendant que les autres allaient dimanche, allaient à la fête, à la mer, parce qu'il n'y a pas la mer loin de chez nous et tout ça. La seule chose que je faisais samedi, c'est d'aller courir en bande des filles pour pouvoir distraire un peu, mais dès que je finissais l'école, parce que j'étais en collège à l'époque, et j'ai cours de 8h jusqu'à 14h. Dès que j'ai fini, je viens travailler. En fait. Je faisais mon petit travail et tout ça dans le quartier, parce qu'à l'époque, même, il commence à avoir des étrangers un peu qui viennent s'installer à côté, qu'on leur vendait un peu et les terres, ils venaient louer carrément dans les pièces, dans la maison, dans la grande cour. Donc, du coup, moi, je faisais ça à ces gens-là et tout ça. Ok, ça commence comme ça. Et à la tante aussi, qui est les demi-sœurs de ma maman, qui était là aussi, et de temps en temps, je le faisais pour qu'elle puisse me donner un peu d'argent pour aller à l'école. Je faisais ça. Et j'ai toujours fait ça, en fait. Oui, la coiffure, ce que j'ai fait aussi de la coiffure, c'est que je faisais ça pour aider les gens. Parce que je suis je me dis, si la personne n'est pas bien coiffée, si je la coiffe, je vois qu'elle sourit. Parce que la coiffure aussi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand on est coiffé, on est bien coiffé, même si on met, peu importe ce qu'on a mis, tout va bien. Ton visage ça illumine aussi, comme ça. Ça embellit au fait la personne. Même si la personne elle est belle et tout, parce que toutes les femmes sont belles à leur manière, on va dire comme ça. Mais ça embellit la personne encore plus comme ça. Ça donne plus d'assurance à la personne. Tu vas voir les démarches, même si ça change. On se la pète bien, on touche nos cheveux. Le matin, on est facile on gagne du temps aussi. Donc tu te rends compte de ce que tu apportes aux gens. Et donc, moi, je continue, en fait, comme ça. Même quand j'ai arrêté l'école et que j'ai commencé à travailler dans un mini-market, parce que mon niveau de l'école, c'est pas si bas, mais c'est pas si haut non plus, mais j'ai quand même réussi à trouver un job qui... Moi, j'aime pas travailler dans les bars. Dans les bars, moi, parce que je vais gifler les hommes. On va dire, ma chérie. Oui. Parce qu'à l'époque, là, je voyais, on claquait les fesses des serveuses comme ça. Moi, j'ai dit, mais tu me fais ça, moi, je te tue. Tu auras une bouteille sur la tête.
Parce que je me connais, quoi. Oui, et je me dis, tu me fais ça, je retourne là, tu es mort. Oui. Et donc, du coup, j'étais très difficile aussi. Pour qu'il n'y ait pas d'accident. Oui. Malgré mon niveau d'études, j'étais très exigeante de travail et je trouve que c'est très important aussi, ce point-là. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas un niveau qu'on ne peut pas être exigeant de ce qu'on veut, en fait. Okay. Même si on doit aller travailler, même si on a un diplôme. En plus, quand on a encore un diplôme qui est plus élevé et tout ça, c'est très important de négocier son contrat. Parce que chaque fois, les gens, en fait, je vais faire je dis déjà Amen. Oui, parce que nous, les Africains qui sont ici, très important. Nous, les Africains qui sont ici, j'ai l'impression qu'il y a la plupart des femmes, on va dire, les femmes qui ont étudié et tout ça. Il y a certains qui ne connaissent pas leur potentiel, en fait. Mm-hmm. Si quelqu'un t'approche, qui veut quelque chose de toi, sache que tu as quelque chose à donner, en fait. Mm-hmm. Donc, tu dois négocier ça. Tu es en position, tu ne dois pas te mettre en position de demandeur d'emploi. Tu dois être en position de force, au fait. Parce que toi, tu dois apporter à la personne. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut être sûr de ce que tu vas apporter à cette personne pour pouvoir bien négocier ton contrat. Oui. C'est pas parce que tu cherches un travail désespéré que tout ce qui vient sur toi, tu le prends. Non, il ne faut pas le prendre. Ou bien tu vas aller chercher dans une boîte d'entreprise et tout ça, et qu'on te dit, écoute, on cherche, mais bon, tu n'es pas au niveau là, donc du coup, on te donne quelque chose. Oui, tu les laisses donner, mais si tu vois que le prix ne va avec, tu peux refuser aussi. Il faut refuser ça. Et quand tu refuses ça, tu recules. La personne, il sait ce que tu es. Donc, du coup, il vient te faire une autre proposition. Parce qu'il dit, si elle refuse pourtant, elle a besoin de ça, ça veut dire qu'elle a quelque chose à nous apporter plus que ça. Oui. Et donc, tu renégocies, au fait. Oui. C'est pas parce que souvent, il y a des gens qui disent, oui, mais je l'ai pris parce que j'en ai besoin, nanani, nanana. Non, on doit toujours choisir. Même si c'est... Oui. On doit être très exigeant. Merci pour ces belles paroles. Franchement, c'est bien. Oui, dit. et donc à l'époque, on revenait sur ça. Moi, j'étais très exigeante. Oui. Et il y a des gens qui me trouvaient des emplois et me disaient non, moi, je ne vais pas faire ça. Non. Je dis comme ça. On me dit, mais en plus, tu es difficile. Je dis, oui, je suis difficile. Je dois faire quelque chose qui me plaît d'aller. Moi, ça ne sert à rien que si je me lève le matin, que j'ai une boule dans le ventre pour aller travailler, ça ne sert à rien. Je préfère rester dans mon lit. Ton niveau de développement personnel était déjà très élevé. Oui. Moi, je suis très exigeante à l'époque. Il faut parfois des années aux gens pour arriver oui. à parler comme ça. Oui. Moi, j'ai grandi avec la vie que j'ai. La vie m'a fait. J'étais vite confrontée à la vie. Mm-hmm. Oui, très jeune. Très jeune. Donc, tu as un décalage par rapport aux gens qui apprennent peut-être à 20 ans, c'est quoi le travail. À 20 ans, je sais ce que je veux. Savais déjà ce que je sais ce que je veux et tout ça. Et de plus en plus que je grandis, ça devient de plus en plus très strict encore et dessus et tout. Donc, du coup, pour finir, j'ai trouvé quand même ce boulot-là et j'allais et tout. Mais je continue quand même à faire la coiffure. Quand une copine à moi qui n'a pas d'argent pour aller chez le coiffeur, qu'est-ce que je faisais? Allez, achète les mèches, viens, on va faire ça. Et je le faisais très bien d'ailleurs. Donc du coup, toutes mes copines, je suis devenue leur coiffeuse et tout ça. C'est comme ça que j'ai continué et tout ça, même après avoir ma fille et tout. Et quand j'ai rencontré mon compagnon aussi, et lui, il a vu ça en moi. C'est pour ça que quand je suis venue ici, moi, je voulais reprendre les études parce que déjà, mon physique, ça me rend très jeune, ça m'avantage beaucoup. Donc, je dis, je vais juste faufiler dans la masse. Ils vont même pas comprendre qu'elle est plus âgée que nous. Il y a un film comme ça. Je ne me souviens plus de ce titre-là, mais la fille était très vieille. Mais elle a un visage très jeune comme ça. C'est comme Brad Pitt. Il y a un Brad Pitt aussi qui est né vieille. Benjamin Button. Oui, voilà. Oui. Et il y avait deux, trois films comme ça et les gens sont jeunes et on ne voit pas, on comprend pas leur âge. Je dis, je peux me faufiler directement dans la masse sans que, oui, voilà. Et je m'adapte toujours à toutes les situations que je comprends et tout. Donc, et c'est mon mari qui m'a dit, écoute, tu sais, vu que tu veux faire des études, il n'y a pas de souci. Mais moi, je t'ai déjà vu épanouie dans ce métier de coiffure.
pourquoi tu ne veux pas le faire ici? Parce qu'il y a un moyen. Et moi, je l'ai dit, parce qu'en Afrique, les coiffeurs sont des apprentis. Ils allaient chez le patron c'est un salon de coiffure que les parents ramènent leurs enfants pour négocier un contrat et les enfants commencent. Donc, du coup, tu deviens un peu, on va dire, un petit esclave de ta patronne ou ton patron, en fait, parce que tu dois aller faire la lessive d'elle, ses enfants, tu dois aller chercher à l'école et tout ça. Et moi, je vois ça, je dis no way. No way. Moi, je dis dans ma tête no way. Donc, quand je suis venue ici, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et quand lui, il a parlé, j'ai dit non. Si je peux être esclave de quelqu'un, moi, je préfère mourir que d'être esclavage. Ah ouais, toi, tu as vraiment une ligne de conduite. Oui, j'ai dit direct. Non, si j'étais née à l'époque de l'esclavage, je pense que moi, je serais brûlée, pendue, tout ça. Oui, voilà, ah oui, hors de question de ça. Et donc, il m'a dit, non, je vais me renseigner. Je ne sais pas comment ça fonctionne ici, mais je vais me renseigner. Et puis, il se renseigne et tout. Et puis, il me disait, mais non, c'est quand même des études normales. Sauf que tu n'as pas des classes à sauter, tout ça, mais tu as des années, 3 ans, et tu as le français aussi. Tu reprends le français pour bien... parce que quand on vient de l'Afrique, l'accent, il peut quand même... un peu marqué. Je suis camerounaise, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Ça fait un peu montagne russe, et on cherche, on est comme des Ivoiriens, on crée les mots. Si on comprend, tant mieux. Si on ne comprend pas, tant pis. On était comme ça et tout ça. Donc, du coup, et je me dis, c'est bien et tout ça. Et donc, je ne savais pas ce qui m'attendait et tout. Je me suis inscrite grâce à une fille qui est sénégalaise ici, qui a fait ses études. Elle m'a dit, c'est très bien et tout ça. Elle avait son salon. Donc, déjà, c'est quelqu'un que moi, je suis comme... il faut que je vois les choses aussi. Si quelqu'un me parle de son expérience, il faut que moi, je vois l'acte derrière aussi. L'atmosphère aussi. Pourquoi à ça? Parce que ça ne sert à rien de me parler, sans que je vois le concret derrière. Okay. Parce que c'est très facile qu'on peut parler de tout ça. Et donc, j'ai vu qu'elle avait son salon de coiffure. Je me dis, mais si je peux arriver là, déjà, il faut que déjà, ce qui me angoissait, c'est que je me dis, si je fais la coiffure, est-ce que je vais faire ça pour travailler pour quelqu'un? Parce que moi, je ne me vois pas travailler pour quelqu'un. Je suis comme ça. De l'âme, j'aime pas qu'on me donne des ordres. Parce que je sais ce que je dois faire. Et quand on me donne des ordres, encore, ça m'énerve plus. Ça, oui. Et donc, quand je l'ai vue, en fait, quand je l'avais vue, elle avait son salon de coiffure. Et on a parlé, je pense qu'elle est un peu comme moi. Elle n'aime pas donner... Donc, du coup, elle sait ce qu'elle veut. Et quand moi, je me suis inscrite, dans mon but déjà de s'inscrire, je me dis, je vais finir cette étude et je vais ouvrir mon salon de coiffure. J'ai un objectif, au fait, à atteindre. Et donc, ça m'a encouragée aussi parce que, mine de rien, on dit coiffure, mais quand tu te rends dedans, il y a une syllabus de 2 montagnes que tu dois étudier, et que tu as des enfants. Donc, on n'est plus comme une jeune fille qui n'a rien à penser, rien. Ses parents sont tout faits derrière. Toi, tu rentres à la maison, tu manges, et puis tu dois juste étudier. Non. Ici, il y a 2 challenges, en fait. J'ai une vraie vie qui est bien rangée. Tu es en couple, tu as un enfant. Et puis, je dois encore... mener une vie étudiante. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, je me souviens des fois que je me réveillais à 4 heures pour pouvoir... Parce qu'il n'y a rien... Le soir, quand je étudiais, il n'y a rien qui restait. Parce que tu commences à ton syllabus. Il y a un enfant qui dit, maman, j'ai fait caca. Maman, je dois aller au pipi. Maman, j'ai faim. Maman, je dois boire de l'eau. Et donc, tu es tout mélangé avec ça. Donc, moi, je me levais à 4 heures. J'ai dit à mon mari, ça ne te dérange pas? Il me dit non. J'allume ma veilleuse et je regarde. Et je lis, je fais un peu des révisions. Comme ça reste avant que je dors encore quelques minutes pour se réveiller. Et donc, je faisais comme ça. Et c'était quelle école? C'est l'EFP? Non, c'était l'école n'existe plus maintenant parce qu'ils ont eu une faillite, malheureusement. Et donc, j'ai dû terminer à Art Métier aussi. Art Métier, ça te connaît. Et donc, c'est avant, mais l'école que j'ai commencé là-bas, c'était l'école, le numéro 1 de Bruxelles, de Belgique aussi.
Et Mais c'était une malheureusement- école de coiffure, Oui, de mais coiffure. tu apprenais de la coiffure sur cheveux européens. Oui. Et puis, il y a une partie aussi, parce que ce qui est intéressant aussi, il donnait la science de tout ce qui est chevelu. Là, il n'y a pas de cheveux européens, il y a cheveux, C'est le cheveu, tout type ouais. de cheveux, oui. Donc, du coup, ça aussi, ça aide vraiment que tu connais bien les cheveux. C'est très important aussi, de connaître les culs de chevelu de chaque race et de savoir comment ça réagit au fait. Et ça, de quoi ça te nourrit et tout ça. C'est pour ça que quand les gens viennent ici, je fais une diagnostic, moi je leur dis, écoute, si pour comprendre mieux tes cheveux, prends une plante, mets ça chez toi à la maison, tu l'arroses. Le jour que tu l'arroses pas, tu vas voir comment ça fane. Il faut prendre soin. Le temps que tu prends soin de ta plante, tu vas prendre soin de tes cheveux aussi. Ok. Les cheveux, c'est pareil. Ok. Moi, je donne l'exemple comme ça la personne, elle comprend Oui, mieux. oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu le dis juste pour les soutirer de l'argent. Je dis, va à la maison, comporte-toi comme... Occupe-toi de ta plante. Oui, comme un jardin. Et tu verras. Et je faisais la même chose. Donc, du coup, c'est ce qui est bien aussi, en fait, de cette école. Il te donnait la science et donc, il parlait de tous les types de cheveux. Il n'y a pas que les Européens et tout ça. Ça, Mais c'est bien. évidemment, pour les pratiques et tout ça, il y a souvent, même si moi, des fois, je laissais mes cheveux étaient longs à l'époque et je défaisais mes cheveux. Des fois, je coupais mes cheveux à l'école. Je faisais la couleur dedans et tout ça. Mais souvent, les gens qui venaient pour qu'on apprenne sur leur tête, c'est les blanches qui venaient. Donc, du coup, ça reste classique. Il n'y a que des blanches qui venaient et tout ça. Donc, voilà. D'accord. Mais c'est ta cliente. Ah oui. Mais elle peut rentrer, hein. Oui. On va enregistrer avec elle. Bonjour. On fait une petite interview pour un podcast. Ah, ok. D'accord. Tu j'attends dehors? Mais non. T'es sûre? Oui. Ok. J'arrive. Voilà. Donc, on a une cliente de Rose qui vient d'arriver. Ah ouais. Bonjour, madame. Ah, Oui, donc je disais, on parlait de ton école où tu apprenais à coiffer. oui. Et donc, tu as fait tes 3 ans. Oui. J'ai fait Et 3 ans ensuite- et puis on a les diplômes qui Ouais. est reconnu par la communauté française. Ok. voilà. Ah, non, ça c'est un Oui, détail oui. que je ne savais Et c'est pas. un diplôme, parce qu'il y a plein d'écoles aujourd'hui, mais c'est les diplômes qui, eux, ils donnent. Tu restes qu'en Belgique, mais le diplôme que moi j'ai eu, c'est un diplôme international qui te permet d'aller s'installer où tu veux. Ok. Et donc, aujourd'hui, il y en a encore, mais je pense que c'est Art Métier seulement qui donnait Oui. ce diplôme-là. Eh ben, tu Et vois, les autres, ça, je c'est savais des, pas. c'est des diplômes, on va dire, qui est national, en fait. C'est pas Ouais, international. parce que moi j'avais vu un peu des écoles d'esthétique, de stylisme, mais à chaque fois c'est vraiment c'est des diplômes privés. Ah oui. Tu vois, Oui. c'est des Il écoles y en a beaucoup privées, qui des sont. diplômes Oui. privés. Oui, Donc oui. à art et métier, là tu as vraiment un diplôme qui est reconnu Et puis, pas la par la communauté, fédération, oui, donc tu voilà, peux c'est aller ça, dans d'autres pays. exactement. Oui. Ok, super. Et alors, combien de temps entre ton diplôme et ton salon? Il s'est passé combien de temps? Parce que quand j'ai fini l'école, Ouais. ce qui est très important, en fait, quand tu vas à l'école, c'est qu'une base, en fait. On te donne que de la base. Mais tu as des stages. Tu as 360 jours de stage Ouais. dans l'année pour faire dans un salon de coiffure. Ok. La préférence, moi, ce que je peux conseiller à les filles, moi qui veulent apprendre le métier coiffure ici, c'est d'aller dans un salon blanc. Oui. Qu'il y a des blancs ou bien il y a des mix. Et pourquoi? Parce que les salons africains, on va dire les salons africains, ou bien les Africains qu'ils ont appris là-bas aussi. Mais souvent, en fait, les Africains, quand on a un salon, on a tendance à minimiser les blanches
Je ne parle pas de racisme, Oui. inconsciemment, on prend moins Pas de de blanches. clientèle blanche. Oui, ouais. on prend que la communauté. Donc, du coup, on refait la même base comme en Afrique, en fait. Ok. Donc, du coup, quand tu vas aller là-bas, tu vas apprendre que africain. Le cheveu africain. Et tu ne sais pas couper un cheveu blanc, tu ne sais pas manipuler les cheveux européens ou asiatiques et tout ça. Tu fais face à ça, en fait. Alors qu'à l'école, c'est ça que tu fais. En fait, tu te restreins si tu vas... Oui, quand tu rentres dans la communauté, tu apprends Tout en que fait. les tresses, et les défrisages et tout ça. Et donc, au niveau des amets, ça va causer un gros problème, en fait. Parce qu'au niveau des amets, tu ne vas pas amener une africaine. Oui. Ah oui. Ou bien si tu amènes même une africaine qui a un cheveu quand même long, et ce qu'on va te demander dessus, et souvent les Africains ne veulent pas décolorer les cheveux, ils ne vont pas faire ça. Donc elle ne va pas faire ça. Et si elle veut faire ça, tu ne peux pas la manipuler parce que tu as passé ton temps à faire des tissages, à bricoler et tout ça. Donc c'est très important. Moi, je conseille toujours les filles qui veulent faire la coiffure, je dis, si tu fais, cherche un salon européen. Et souvent, les gens disent, oui, parce que vu que je suis en Afrique, ils sont discriminatoires, tout ça. J'ai dit non. Insiste au fait. Tu fais un petit CV, tu déposes ici, tu écris la lettre de motivation et tu déposes dans n'importe quel salon européen. Il y en a un toujours qui va t'appeler, mais il faut que tu sois présentable au fait. Tu ne vas pas là-bas en pantoufles, tranquille et tout ça. Moi, j'ai travaillé au Sablon, on ne devait pas mettre un jeans pour aller. Le Sablon, et tout ça, là, c'est ça. Il faut s'habiller classique et tout ça et savoir aborder les gens. C'est pour ça que moi, je dis les Africains, les femmes africaines qui sont ici, ce qui est très important aussi des fois, parce qu'il y a beaucoup qui revient, c'est que les gens disent, on n'est pas intégrés, on ne veut pas nous intégrer. Tu vois, c'est comme si on se plaint toujours de l'extérieur. Des petits trucs. Tout vient de Il faut se l'extérieur. cultiver en fait. Moi, j'ai déjà vécu, c'est pas parce que je vis avec un blanc que je dis ça, mais quand tu es cultivé, directement, l'autre qui est à côté de toi, il ne te voit pas différemment. Il te voit comme tu es. Il t'accepte comme tu es. Mais quand on n'est pas cultivé, on n'a pas les bonnes manières et que tu brusques la personne, tu brusques les clients et tout ça, quelqu'un, il ne va pas accepter. Moi-même, quand je prends une stagiaire ici, si une cliente arrive et qu'elle ne prend pas la personne, elle ne débarrasse pas la personne, l'accueil ne suit pas, je ne peux pas la garder, même si elle est blanche ou quoi, je ne peux pas la garder. C'est ainsi comme ça aussi. Donc, il faut la personne. Oui, voilà. Quand on se présente, le premier constat est très important. Il faut bien se présenter. Et même si tu ne parles pas bien français, la personne ne va pas voir L'important, c'est qu'elle comprend ce que tu dis. Tu veux. Donc, le physique, c'est très important. Et être sûr de toi, en fait. Et un bon accueil, être discret le plus possible. Tu ne vas pas parler sur la tête au téléphone de quelqu'un, manger pendant que tu coiffes. Je vois de quoi tu parles. Oui, voilà. Tu vas écrire sur la tête de quelqu'un pendant que la personne elle est là. Le métier de la coiffure, c'est un tout. C'est un tout. Oui. C'est une éducation en fait. C'est une éducation. L'accueil. Exactement. Le comportement. Oui. Ok, merci de préciser ça. Alors, comment tu vois l'avenir, Rose? Comment tu vois l'avenir maintenant que tu t'es lancée? Oui, c'est dur, mais on va quand même. Il y a plein d'idées aussi parce que je fais la coiffure, évidemment, j'aime bien ce métier. Je ne le vois pas comme une entreprise. Quand on entreprend quelque chose, même si on veut faire l'argent dessus, évidemment, parce qu'on travaille pour gagner de l'argent, mais avant tout, il faut aimer ce qu'on veut faire. Parce que c'est pas parce que l'autre s'est lancé dans un truc ou bien, ce qu'on voit maintenant, c'est les cosmétiques, des pigmentations et tout ça. C'est parce que l'autre, il a réussi ça et que toi aussi, tu te lances dedans si tu n'aimes pas. Il faut toujours aimer on choisit ce qu'on aime. Et quand on choisit ce qu'on aime, on le fait bien. On a une passion qui prend le dessus, au fait. Même si on est en difficulté, on se dit dans la tête qu'on aime ça, donc on va le faire bien. Mais si donc si on monte un business juste pour gagner de l'argent, ça ne marche pas. D'accord. Ça marche pas. La passion doit guider. Voilà, c'est très important. C'est très important. Quand on est patient, on aime bien et on est précis de ce qu'on veut faire, on le fait. Même si le début était dur, on arrive toujours quelque part.
on arrive avec le courage qui est en nous, la patience qui est en nous, il nous apporte naturellement vers le haut. Parce qu'il y en a beaucoup qui ouvrent aujourd'hui, ils ferment, ils recouvrent, ils ferment et ils partent dans tous les sens. En plus, toi, tu as ouvert en plein Covid. Oui, je m'en souviens, donc une période pas facile du tout. Pas facile du tout, mais j'avais préparé de l'ouverture avant le Covid, c'est arrivé au fait. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant le Covid? Une partie aussi, je dois remercier mon mari dessus. Parce qu'il a fait les travaux, tout, parce qu'il s'ennuyait tellement qu'il s'est dit, écoute, je vais commencer à bricoler. Et il a fait. Et il était content, il était fier, les finitions parfaites et tout ça. Donc, il faut trouver aussi, il faut toujours trouver quelqu'un aussi qui nous épaule, en fait, qui nous accompagne dans notre aventure aussi. Pas quelqu'un qui est là, qui te dit débrouille-toi, quand c'est prêt, je viendrai quand même. Non, quelqu'un qui t'accompagne aussi, qui te rassure. Parce que moi, ça m'est arrivé, je me dis, je vais arrêter la coiffure parce que c'était trop dur et tout ça. Le stress de tous les jours. Oui, mais j'avais beaucoup de choses à gérer. Tu es là de moi parce que mes dents sont presque limées. J'ai tellement limé mes dents et tout ça, mais bon, tu vois. Oui, c'est tes dents qui ont pris tout ton stress. Oui. J'ai tellement géré ce stress et tout ça. Je souriais toujours, je suis toujours joyeux, mais à l'intérieur, j'étais mal au fond, j'étais très mal au fond. Les migraines qui surgissent à la fin de la journée que tu peux pas regarder la lumière parce que les enfants crient, mais tu es obligé quand même de s'occuper de eux. C'est ça qui est dur. Tu rentres de travail, ou bien tu as fini ta journée, il est très dur, mais les enfants qui t'attendent aussi, et tu dois les apporter quelque chose. Deuxième boulot. Voilà, c'est ça. Et tout ça, c'est très dur, mais donc, si on a trop point, il faut vraiment aimer ce qu'on veut, sinon on va nulle part, en fait. Aimer ce qu'on veut, être bien accompagné. Oui, et se dit, ça va être dur au début. Il faut le voir comme une passion, et puis si ça prend en évolution haut et tout ça, tant mieux. Moi, ce que je fais, je ne vois pas ce salon comme une entreprise. Je le prends vraiment comme mon bébé. Et s'il grandit dans de bonnes conditions, tant mieux pour moi. Voilà. C'est vraiment chouette. Alors, avant de finir, moi j'aime bien toujours demander aux invités, est-ce que tu as un livre, un film, une musique qui t'a accompagné pendant ton parcours, que tu conseillerais à une autre jeune femme ou autre chose, quelque chose qui t'a guidé, ou tu te dis quelque chose que tu as découvert maintenant que tu aurais aimé connaître plus tôt. Au niveau de musique, je suis quelqu'un qui n'est pas de... J'ai pas une fan particulière comme ça, je dis, celui-là, il est fan, donc j'écoute un peu de tout si j'écoute une musique qui me parle, je l'écoute. Mais je ne me tarde pas dessus, je vais encore aller... chercher qui a chanté, les paroles et tout ça. Mais j'aime bien les gospels américains. Même si je ne comprends pas bien l'anglais, mais ça m'appelle souvent, ça m'appelle. Parce que souvent les gospels africains, c'est pas une critique, mais c'est bam 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 bam. Donc du coup, ça me donne plus de stress. Et pour moi, les gospels américains, peu importe de tout, ils sont beaucoup plus relax, plus pointus. Et c'est comme si on parle à quelqu'un, on parle à soi-même en fait, dans leurs paroles. Parce que malgré que je ne comprends pas anglais, mais quand même, je fais mes petites recherches pour voir un peu qu'est-ce que les chansons disent et tout ça. Mais attends, tu dis ça. J'ai une autre invitée qui me disait elle aimait beaucoup Myriam Makeba parce que quand elle était petite, quand son papa les conduisait à l'école, elle écoutait, elle parlait pas anglais non plus, elle était petite, mais elle disait la musique, son cœur battait en même temps. Oui, voilà, c'est ça. C'est comme si tu parles à toi-même. Au-delà des paroles. Oui, voilà. C'est un rythme qui est très relax, qui t'apporte un peu. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. En fait, là, tu vois, quand on était là maintenant, mon cerveau part dans tout, on va dire tout, dans le monde, en fait. Je fais le tour. Et je suis comme ça et ça, je n'arrive pas à maîtriser ça. Mais il ne faut pas. Oui, je n'arrive pas à maîtriser ça. Donc, du coup... Il faut lâcher les chevaux. Oui, j'aime bien les trucs qui me relaxent comme ça, qui m'apportent un peu de mon quotidien. Ça me fait du bien. Et moi, j'écoute. Allez, merci beaucoup Rose. On va finir sur ces belles paroles. Et
Bah écoute, on se tiendra au courant Ouais. pour la suite de l'aventure. Et tu m'envoies les autres qui Évidemment, sont passés déjà. Comme ça, j'écoute évidemment. l'autre que j'ai écouté, c'est très bien aussi. C'est vrai, ça t'a plu. Oui. Tant mieux, je t'enverrai le reste. Ah, ok. Ça va, allez, bonne journée. Ouais, à Au toi revoir. aussi, merci. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!